Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, le président Alassane Ouattara et la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, ont assisté ce lundi à Guiglo à la réunion du Conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens des localités situées de part et d'autre de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. C'est la deuxième réunion après donc celle tenue l'année dernière à Zouédrou au Libéria. Il était question pour les deux pays, à travers donc cette initiative, de renforcer leur coopération, notamment sur le plan sécuritaire. Je vous propose le communiqué final au sortir de cette réunion. 3 ans après Zouédrou, la deuxième réunion du Conseil conjoint des chefs coutumiers et anciens des localités situées de part et d'autre de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria s'est tenue du 16 au 18 janvier à Guiglo, la capitale de la région du Cavalier. L'occasion pour les chefs d'État ivoiriens et libériens de passer en revue la mise en œuvre des recommandations issues de la première rencontre. Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf se sont félicités de la tenue de cette rencontre avant d'exprimer leur satisfaction pour les progrès réalisés. Notamment l'amélioration significative de la situation sécuritaire générale dans cette zone qui a favorisé le retour des réfugiés ivoiriens. Ils ont par conséquent encouragé les autorités compétentes des deux pays à poursuivre leurs efforts en vue du retour des derniers réfugiés ivoiriens encore présents sur le sol libérien. Les deux chefs d'État ont remercié les chefs coutumiers et anciens de la zone frontalière pour leur disponibilité et leurs actions en faveur de la paix et du renforcement de la coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont invité le CCCA ainsi que toutes les autres parties prenantes à continuer dans cette voie et promis de soutenir les efforts dans ce cadre. Enfin, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité et de développement que connaît cette zone, afin que la paix, la cohésion et l'harmonie règnent entre les populations frontalières des deux pays qui ont une histoire et une culture commune. Les chefs traditionnels, les chefs de communautés, les femmes et les jeunes de la zone frontalière, à l'issue de 72 heures de travaux, ont pris des résolutions et fait des recommandations. Nous, les chefs traditionnels, les anciens, les représentants des femmes et des jeunes de la zone frontalière des deux pays, décidons de mettre en œuvre les résolutions de la deuxième rencontre du CCCA tenue du 16 au 18 janvier 2016 à Guiglo. 2. De collaborer avec les autorités administratives et politiques, les réfugiés et le HCR en vue de trouver des solutions durables pour l'accueil et la réinstallation des réfugiés. 3. D'inviter les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Libéria à prendre des mesures immédiates pour résoudre toutes les questions liées à l'occupation des terres le long des frontières communes. 4. D'encourager les gouvernements des deux pays à continuer à renforcer leur coopération vers la consolidation de la paix, la stabilité et la sécurité dans la zone transfrontalière. 5. D'inviter les deux gouvernements à tenir la 5e session de la Grande Commission mixte ivoiro-libérienne dans les prochains mois à Abidjan, en vue de trouver des solutions pérennes aux problèmes de la zone frontalière et aux questions d'intérêt commun dans le cadre général de la coopération bilatérale. 6. D'encourager les deux gouvernements à explorer les voies et moyens pour la mise en œuvre de projets de développement communautaire avec l'appui des partenaires multilatéraux. 7. D'accroître la participation des chefs et des anciens, ainsi que des jeunes et des femmes, dans la consolidation de la paix au niveau transfrontalier et le développement d'initiatives visant le dialogue. 8.
d'encourager les deux gouvernements à conduire les réunions conjointes régulières et à partager les informations en matière de sécurité. 9. D'encourager les deux gouvernements à poursuivre les patrouilles conjointes permanentes aux frontières. 10. De lancer un appel aux deux gouvernements à se concerter en vue de mettre en œuvre le droit de poursuite dans le respect des lois ivoiriennes et libériennes et des conventions internationales. 11. D'exhorter les deux gouvernements à sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'agriculture et à les soutenir par l'appui financier, technique, la formation et les initiatives de consolidation de la paix, ainsi que l'accompagnement psychosocial. Le prochain conseil conjoint des chefs coutumiers et anciens est prévu pour se tenir au Libéria en 2017. Voilà, notez donc qu'au sortir de cette réunion conjointe, le chef de l'État est rentré à Abidjan. Les inondations au carrefour de l'Indénié en passe d'être maîtrisées. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier lundi au lancement du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Les travaux de réalisation du dit projet censés résorber les problèmes d'inondation dans la zone, mais également y rendre la circulation plus fluide, vont durer 9 mois. Coût global estimé à 11 milliards de francs CFA. Carrefour de l'Indénié, spectacle de désolation en période pluvieuse. Que de péripéties pour résoudre l'épineux problème d'inondation dans la zone. Soutenu par le Royaume du Maroc, le gouvernement ivoirien prend de nouveau le pari. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lance ce lundi le projet de sauvegarde et d'assainissement de la baie de Cocody. Cette cérémonie constitue l'expression du respect de deux grands engagements. En effet, il s'agit du respect de l'engagement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens par la réalisation d'infrastructures d'envergure qui projettent la Côte d'Ivoire dans l'émergence à l'instar des grandes nations du monde. Mais il s'agit aussi du respect de l'engagement fraternel et ferme de Sa Majesté le Roi du Maroc, que Dieu l'assiste, aux côtés de son frère, son Excellence le Président Alassane Ouattara et de son peuple, pour appuyer et favoriser la réalisation des vaches chantiers du programme présidentiel ivoirien. Le projet de valorisation de la baie de Cocody constitue un nouveau modèle, un modèle pilote pour la coopération sud-sud et une étape cruciale dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Estimé à 137 milliards de francs CFA, le projet qui s'étend sur 4 ans devra à terme impacter considérablement le quotidien des Ivoiriens. Pour cette première phase qui va engloutir 11 milliards de francs CFA, juste 9 mois d'attente et le site présentera un bien meilleur visage. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody ambitionne d'apporter une solution définitive aux problèmes d'inondation au carrefour de l'Indénié et à la fluidité du trafic routier. Et comprendra des travaux d'infrastructures routières et d'ouvrages de franchissement, la réalisation d'ouvrages hydrauliques et portuaires, le dragage et l'aménagement de la baie de Cocody, y compris une marina, la réalisation d'un parc urbain. La cérémonie de lancement du dit projet a été précédée de la signature du contrat à maîtrise d'ouvrage entre la Côte d'Ivoire et le directoire du Marchik Ahmed. Les deux parties bien décidées à permettre de nouveau aux Ivoiriens de chanter en chœur Abidjan, perle des lagunes. Et j'ajoute pour être plus complet que Marchik Ahmed est la structure en charge des travaux. Filière coton en Arcade, le PSACI veut relever le nombre de femmes dans le secteur. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire initie à cet effet des rencontres pour former ces dernières aux techniques culturelles de ces produits. On en parle avec Grace Kandou. La production du coton et de l'anacade était jusque-là deux secteurs réservés principalement aux hommes.
Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, veut changer la donne. Amener plus de femmes à s'intéresser à cette culture. Un atelier de renforcement des acteurs des filières coton et anacarde provenant de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire s'est tenu dans la région du Poro pour réfléchir sur la question. Il a été décidé que les femmes puissent tirer des profits des opportunités offertes par le projet. Au niveau du coton, qui nous concerne ici principalement, 15% des femmes bénéficiaires sur les opportunités que le projet offre. Au niveau de l'anacarde, nous avons 25% des femmes bénéficiaires sur l'ensemble des bénéficiaires. Voilà, donc des proportions sont définies pour que les femmes puissent tirer profit des opportunités offertes par le projet. Nous allons faire des sensibilisations au niveau des organisations professionnelles pour intéresser les femmes plus et encourager les garçons à introduire les femmes dans la filière coton. Pour minimiser les risques environnementaux liés au projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, les participants ont été instruits sur les politiques de sauvegarde environnementale et les notions de la biodiversité. Le PESAC apporte un appui au développement des filières agricoles. Il bénéficie d'un soutien financier de l'État de Côte d'Ivoire et d'autres partenaires à hauteur de plus de 75 milliards de francs CFA. Dur de circuler sur le pont Liberté à Adjamé aux heures de pointe, un parcours du combattant pour les usagers et autres piétons qui doivent à ces heures compter avec l'indiscipline des chauffeurs de Minika, communément appelés Gbaka, le constat de Franck Quadio. Le pont de Liberté, 220 logements dans la commune d'Adjamé. Difficile de se frayer un chemin aux heures de pointe, la raison des véhicules de transport en commun stationnés, des mauvaises manœuvres de minicar appelés communément Baka, une situation qui engendre un véritable désordre à cet endroit. On dit la liberté au client, quand on arrive, maintenant on voit l'embouteillage avance, on le fait descendre et puis on tourne. Et c'est donc très souvent que les passagers en provenance de Cocody n'arrivent finalement pas à destination. De quoi grincer des dents. Sous prétexte qu'il y a un embouteillage, on m'a déposé sur le pont. Il retourne alors qu'il nous s'est dit qu'on devait me déposer à Liberté. Et puis c'est du désordre là. Quand on vient comme ça, on est tous fatigués. On ne va pas aller descendre sur le pont pour marcher alors que c'est de l'argent on paye. 100 francs. Souvent on nous laisse avant le pont. Et de là on marche jusqu'à Tessako. C'est pas normal. Circulation difficile. On fait fi donc du code de la route au péril de la vie des passagers. C'est dangereux. Ça, c'est vraiment là. Une fois qu'on arrive, quand ils venaient, ils ne veulent pas venir. C'est pour cela que nous tournons sur le pont. C'est dangereux pour nous. On doit pas se remettre les corps habillés. Écoutez, là, pour régler la situation. La circulation sur le pont Liberté d'Adjamé, 220 logements, une anarchie. Et chacun y va de son rodéo en attendant qu'une solution soit trouvée. Hors de chez nous, une photographe franco-marocaine vient de succomber à ses blessures après l'attaque terroriste du Burkina Faso, ce qui porte à 30 les victimes. Quelques jours avant, les présidents béninois et maliens ont apporté leur soutien au pays. On a retrouvé leurs traces. C'est là qu'ils ont été abattus, au pied du bar. Le Premier ministre malien et son homologue burkinabé hier dimanche sur les lieux de l'attaque du Splendide Hôtel à Ouagadougou. 32 corps, oui. Dont les 3 djihadistes. Voilà. Le Mali a été touché il y a peu par une attaque terroriste. La présence de Modibo Keïta sur les lieux du drame, un signe de compassion et une volonté de lutter ensemble contre le terrorisme djihadiste dans la région. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, non seulement entre les autorités administratives, mais entre nos forces de défense et de sécurité. Défendre l'idée selon laquelle il faut avoir un groupe d'intervention rapide au niveau du 5 Sahel. Voilà des actions concrètes. Je pense qu'il y a une volonté politique très forte de la part des deux États de mutualiser leurs efforts pour arriver à bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Ce 18 janvier, c'est le président béninois Yayi Boni qui se rend à Ouagadougou, toujours dans un même élan de solidarité et de mutualisation des efforts. Ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé, c'est toute une sous-région et je pense que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons réagir et riposter. L'enquête quant à elle se poursuit aux abords du Splendide Hôtel.
Tout le périmètre reste interdit d'accès. Les policiers et militaires burkinabés ont été rejoints par 12 enquêteurs français. L'identification des victimes est toujours en cours. 22 d'entre les 29 personnes décédées ont déjà pu être identifiées. Il s'agit de 8 burkinabés et de 14 étrangers pour la plupart des Occidentaux. Les corps des 3 djihadistes ont été identifiés, tous des hommes, selon le ministre de l'Intérieur Simon Compaoré. Dans la capitale, les mesures de sécurité ont été renforcées. Hôtels et points stratégiques sont sous haute surveillance. Selon des sources sécuritaires, des barricades ont été installées aux entrées et sorties des principales villes du pays. Voilà, c'est un commentaire de Christelle Menin. En Sierra Leone, l'actualité, ce sont ces 109 personnes en quarantaine après donc la détection d'un nouveau cas d'Ebola. 109 personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone. Une étudiante décédée mardi dernier ont été placées en quarantaine. Des mesures de prévention mises en place par les autorités sierra-léonaises pour éviter la propagation du virus. La phase initiale de la réponse était d'assurer que ceux identifiés soient contactés et séparés du reste de la communauté. Donc, ces derniers jours, nous nous sommes concentrés là-dessus, assurer que tout contact soit évité. Toutefois, l'inquiétude continue d'habiter les populations qui s'interrogent sur la réapparition de ce nouveau cas d'Ebola. Nous nous posons beaucoup de questions sur comment cette femme a pu contracter le virus alors que le personnel médical était incapable de l'identifier quand elle a été emmenée à l'hôpital. La famille est très déçue, mais on essaie de tenir le coup dans la zone de quarantaine avec le soutien d'autres partenaires, le gouvernement et toutes ces personnes généreuses qui nous entourent. Le gouvernement sierra-léonais est actuellement sur le terrain avec l'appui d'une équipe de différentes institutions internationales et nationales pour tenter de déterminer l'origine de l'infection et la chaîne de transmission du virus. Le nouveau cas d'Ebola a été confirmé dans le pays au lendemain de la déclaration de l'OMS de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Voilà un commentaire de Thomas Guessambi et qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.